Vous avez sans doute beaucoup entendu parler du taux de reproduction effectif RT. En tout cas, c'était le sujet de la première vidéo de cette série. Pour rappel, RT est le nombre moyen d'individus qu'une personne infectée à l'instant T contamine. Et de façon critique, si RT est supérieur à 1, alors la pandémie reprendra de plus belle avec une croissance exponentielle dévastatrice. On a ainsi vu que le grand défi de cette crise était de garder RT en dessous de 1 tout en permettant une restitution des libertés. Pour cela, il est critique de disposer de bien meilleures données pour suivre en temps réel et de manière fiable l'évolution de RT, par exemple grâce aux tests groupés, au suivi des égouts ou aux applications de notification à l'exposition, et de préférer les interventions capables de réduire drastiquement RT, comme les gestes barrières, l'hygiène, la distanciation physique, le fait de rester chez soi autant que possible, le port de masque, l'interdiction des larges rassemblements et la mise en quarantaine en cas de risque important de Covid-19. Cependant, il y a un aspect important du RT qu'on n'a pas beaucoup mentionné jusque-là, à savoir les variations individuelles de contamination. Or, des études récentes suggèrent une énorme variabilité dans les taux de contamination individuels. Ainsi, 80% des contaminations pourraient n'être dues qu'à 10% des individus infectés. À en croire ces chiffres, alors que beaucoup ne contamineraient presque personne, certains semblent contaminer un grand nombre d'autres personnes. On parle parfois de superpropagateurs ou de supercontaminateurs. Pour l'instant, ces grandes variations sur ces taux de variation sont sans doute encore à prendre avec des pincettes. Néanmoins, il est intéressant et probablement utile d'envisager les conséquences d'une très grande variabilité des taux de reproduction individuels, notamment car certaines interventions seraient alors particulièrement efficaces dans ce cas finalement relativement probable. Le risque de supercontamination rend urgent l'identification et la suppression des situations où ce risque est particulièrement important. Comme l'explique Jamie Lloyd-Smith de l'Université de Californie à Los Angeles, si vous pouvez prédire les circonstances qui donnent lieu à ces événements, les maths montrent que vous pouvez très rapidement limiter la capacité de la maladie à se propager. À ce sujet, plusieurs études suggèrent que les espaces clos sont particulièrement propices à la supercontamination. Ainsi, sur 318 clusters identifiés en Chine, un seul semble avoir eu lieu à l'extérieur. Autrement dit, il semble que l'intérieur des bars et des restaurants est bien plus dangereux que les terrasses ou les parcs. Ainsi, si vous voulez vraiment aller consommer dans ces lieux, il semble largement préférable de demander à être installé en terrasse. Même si bien sûr, même à l'extérieur, le danger de contamination peut rester très important. Une autre étude faite au Japon va dans le même sens et suggère que les risques d'infection pourraient être 19 fois supérieurs à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce chiffre exact est à prendre avec des grosses pincettes, néanmoins il suggère une prévalence importante des contaminations à l'intérieur. Quoi qu'il en soit, il semble que le Japon a fait de cette observation un élément central de sa stratégie contre le Covid, et ce avec un relatif succès, en tout cas si on compare le nombre de décès officiels du Covid au Japon versus les nombres de décès en Europe. Même si il faut bien sûr ne pas réduire la stratégie du Japon à cette seule mesure, et même si des doutes ont été émis quant à la validité des chiffres des autorités japonaises. Cette autre étude corrobore elle aussi l'hypothèse d'une surcontamination dans les espaces clos en étudiant cette fois le cas de l'Europe, même si les données sont encore une fois très parcellaires et pleines de biais. Ceci soulève l'importance d'une bonne ventilation de ces espaces et peut-être d'ouvrir régulièrement les fenêtres pour aérer. Une explication biophysique probable de l'effet prononcé des espaces clos sur la surcontamination pourrait venir de la capacité du virus à se propager via des gouttelettes expulsées, par exemple lorsqu'on parle à voix haute et qui flottent dans l'air. Cette étude de 2019 montre en effet que ceux qui parlent plus fort émettent davantage de telles particules. En particulier, ceci suggère que les lieux clos pleins de chants, de cris ou d'efforts physiques intenses pourraient être particulièrement propices à une surcontamination. Ainsi, annuler les groupes de chorale, les classes de Zumba, les concerts et fermer les boîtes de nuit et peut-être aussi les stades de football, ça semble être une façon efficace de réduire drastiquement les risques de seconde vague. La propagation des maladies à forte variabilité individuelle de contagiosité a été formalisée en 2005 dans un article séminal publié dans Nature avec un modèle d'une étonnante simplicité à la fois conceptuelle et mathématique. L'idée fondamentale est la suivante. Chaque individu a un taux de reproduction R individuel différent. La moyenne des R individuels est égale au taux de reproduction moyen RT, cependant, le R individuel d'un individu donné peut être plus ou moins éloigné du RT. L'écart typique entre R individuel et RT est quantifié par un paramètre K appelé paramètre de dispersion. En fait, de manière plus précise, on suppose que le R individuel suit une distribution appelée loi gamma dont les paramètres sont alpha est égal à K et bêta est égal à K divisé par R, où R est ici le R moyen théorique.
Pour comprendre cette loi, je vous invite à aller sur cette page Desmos que j'ai créée pour jouer avec ce paramètre K et voir comment il influence la distribution des R individuels. Ainsi, si K est très grand, proche de l'infini, alors tout le monde aura le même R individuel égal à RT, et il n'y aura pas de variation individuelle. A l'inverse, plus K est faible, plus on s'éloigne d'une courbe en cloche. Lorsque K est égal à 1, la cloche disparaît, on obtient alors une décroissance exponentielle des R individuels. Avec K égale 1, les faibles valeurs de R individuels sont plus probables, tandis que les grandes valeurs des R individuels deviennent exponentiellement improbables, si bien qu'un individu a très peu de chances d'avoir un R individuel égal à 2 ou 3 fois le R moyen théorique. Autrement dit, quand K est égal à 1, il y a beaucoup de variabilité, mais les cas extrêmes restent exponentiellement rares. Cependant, quand R descend en dessous de 1, la variabilité devient alors extrême. La plupart des individus ont alors un R individuel quasi nul, tandis que des cas où le R individuel est 3 fois le R moyen théorique deviennent probables. Ainsi, pour K est égal à 0,5, 8% des individus ont alors un R individuel supérieur à 3 fois le R moyen théorique, tandis que 1% des individus auront un R individuel supérieur à 6 fois le R moyen théorique. Pour un R moyen théorique égale 3, ça voudrait dire que 1% des infectés contamineront en moyenne au moins 18 personnes. On parle alors de queues de distribution épaisses, et ces grandes queues sont très surprenantes. En fait, on peut calculer les probabilités des nombres de contaminations par un individu donné, sachant le R individuel d'un individu, en supposant que chaque rencontre de l'individu aura une petite probabilité de contamination et que le nombre de rencontres de l'individu est grand. Dans ce cas, on s'attend à ce que le nombre de contaminations par l'individu, sachant son R individuel, suive une loi dite de Poisson. Poisson comme l'animal, mais avec une majuscule car ça renvoie en fait au mathématicien Siméon Denis Poisson, le mec qui a rejeté le manuscrit séminal d'Évariste Galois car il n'avait pas réussi à le comprendre. Ok, désolé, je sais pas si ça se ressent, mais j'ai un peu un complexe de jalousie envers Poisson depuis que j'ai lu sur Wikipédia que Laplace le considérait presque comme son fils. Oh, le petit bastard. Bref, je ne vais pas vous ennuyer avec les détails de la loi de Poisson. Toujours est-il que si on suppose que, sachant le R individuel, le nombre de contaminations suit une loi de Poisson, alors le nombre de contaminations a priori, avant de connaître le R individuel, suit une loi dite binomiale négative. Ouais, je sais, ça fait beaucoup de nouveaux concepts d'un coup. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que ça fait surtout des équations relativement simples. Et en utilisant un logiciel comme Desmos, on peut facilement estimer les probabilités de cas extrêmes en fonction de la valeur de K. Et le constat est le même que pour la loi gamma. Plus K est petit, plus on observe une distribution étonnamment étalée et plus la probabilité de supercontaminateur devient alors importante. Alors, avoir des jolis modèles mathématiques, c'est bien, mais pour qu'ils deviennent utiles, il est critique de se demander s'il est possible d'estimer adéquatement les paramètres de ces modèles avec des données empiriques. Or, malheureusement, a priori, si RT peut être estimé en suivant l'augmentation du nombre de cas d'hospitalisation et de décès, mais aussi via des statistiques d'appels d'urgence et l'analyse PCR des eaux usées, il semble malheureusement bien moins évident d'estimer le paramètre de dispersion K. Dans les articles que j'ai épluchés en tout cas, il semble y avoir 3 principales méthodes pour estimer ce paramètre à partir de données empiriques. La première et la plus fiable concerne le cas où l'on dispose des données sur le réseau de contamination grâce typiquement à des efforts de contact tracing manuels. C'est typiquement ce qu'a réussi à obtenir la Corée du Sud en déployant des moyens importants très tôt dans la pandémie pour retracer les contaminations en utilisant toutes sortes de données pour mieux comprendre qui a contaminé qui. Bon, ceci dit, malheureusement, je n'ai pas trouvé d'article qui analysait ces données pour estimer le paramètre de dispersion K. Si vous en connaissez, ça m'intéresse. Malheureusement, le détail de ces données est souvent absent des données collectées par des contact tracing moins rigoureux. Cependant, on dispose alors plus aisément de données sur la proportion des infectés qui n'ont contaminé personne. Il s'agit alors d'ajuster le paramètre K pour qu'il explique au mieux cette proportion d'individus infectés qui n'ont pas propagé le virus. Avec de telles données, l'article de 2005 estime qu'Ebola a une relativement faible variabilité individuelle du taux de reproduction et plus précisément ils ont estimé que le cas d'Ebola était de l'ordre de 5. Autrement dit, dans le cas d'Ebola, la plupart des individus étaient contagieux et on s'attend à ce que chacun contamine de 1 à 3 personnes. Le SRAS et la rougeole par contre ont une variabilité importante avec K de l'ordre de 0,2, c'est-à-dire que beaucoup de contaminations sont dues à relativement peu de personnes.
Cependant, pour d'autres maladies, même de telles données ne sont pas ou peu disponibles. Dans le cas du Covid en particulier, on dispose principalement de données macroscopiques sur la propagation de la pandémie dans différentes sous-régions du monde. Mais en fait, ça peut suffire à avoir des estimations grossières de la valeur de cas. En effet, quand le nombre d'infectés est faible, comme on en reparlera plus tard dans cette vidéo, le comportement de la pandémie avec de faibles valeurs de cas est très différent de celui où cas est important. C'est en tout cas l'approche utilisée dans le cas du Covid par ces deux articles. Le premier est toutefois très largement inconclusif, avec une estimation de cas entre 0,01 et 10. Le second, toutefois, conclut avec un cas entre 0,05 et 0,2. Autrement dit, selon ce second article qui s'appuie sur beaucoup plus de données, la valeur du paramètre de dispersion de cas dans le cas du Covid est particulièrement faible, ce qui a des conséquences très contre-intuitives. Une valeur de cas autour de 0,1 signifie qu'il y aurait une énorme variabilité interpersonnelle de la contagiosité une fois infecté par le Covid. Une conséquence étonnante de cela, par exemple, c'est que environ 70% des individus infectés pourraient ne contaminer personne. A l'inverse, 10% des infectés contamineraient au moins 9 personnes, tandis que 1% des infectés contamineraient au moins 50 personnes. Dès lors, si K est de l'ordre de 0,1, autour de 80% des infections pourraient n'être dues qu'à 10% des individus infectés. Identifier ces supercontaminateurs et les isoler permettrait alors de réduire drastiquement la propagation du Covid-19 sans restreindre les libertés du plus grand nombre. Ceci étant dit, il est important de souligner que les modèles épidémiologiques qu'on a considérés jusque-là ne sont que des descriptions macroscopiques de la contagiosité effective. Ces études s'appuient sur la manière dont la pandémie se propage en pratique. Par conséquent, le R individuel ne devrait pas être interprété comme une propriété d'un individu. En fait, le R individuel est davantage le résultat des propriétés biologiques de l'individu, mais aussi et peut-être surtout de ses comportements et des contacts que cet individu aura. Un individu qui prête très attention aux gestes barrières, à se laver les mains, à rester chez soi autant que possible, à la distanciation physique, au port de masque, à éviter les foules et à restreindre ses fréquentations sociales, aura un R individuel plus faible. Comme RT, le R individuel n'est pas une fatalité. Vous pouvez agir sur votre R individuel pour réduire les risques de seconde vague. En particulier, dans l'hypothèse où K est effectivement aussi faible, les événements de supercontamination auraient une importance disproportionnée. Dès lors, l'interdiction des grands rassemblements pourrait être une manière particulièrement efficace de réduire drastiquement le taux de reproduction effective. Si K est effectivement faible comme ça semble être le cas, il semble justifier que vous voyez des petits groupes d'amis. Cependant, il semble qu'il faille vraiment éviter d'organiser des soirées avec 10 personnes ou plus. En ces temps-ci, malheureusement, plus on est de fous, plus on risque la supercontamination. En particulier, en supposant que la fenêtre de contagiosité dure entre 4 jours et une semaine, il pourrait être efficace pour chacun d'entre nous de prendre soin de ne jamais interagir avec plus de 10 personnes différentes et idéalement peut-être jamais avec plus de 5 personnes pendant de tels intervalles de temps. En effet, les calculs mathématiques suggèrent que si on limite tout le monde à 5 interactions pendant cette fenêtre de contagiosité, et si K est égal à 0,1, alors ceci pourrait suffire à diviser RT par 2, voire par 3, et ainsi garantir RT inférieur à 1. À cause d'une faible valeur de K, réduire le nombre de personnes avec qui on interagit au cours de la semaine pourrait alors être une intervention particulièrement efficace. Ceci étant dit, si on suppose que K est effectivement aussi faible, et sachant à quel point le Covid affecte différents individus de manière très différente, il semble probable qu'il y ait de fortes variabilités de contagiosité au niveau biologique aussi. Malheureusement, pour l'instant, on ne comprend absolument pas ce qui fait qu'un individu sera plus contagieux qu'un autre, tout comme il est encore très difficile de prédire si l'état physique d'un individu déjà infecté se dégradera fortement dans la semaine à venir, voire parfois même dans les heures à venir. Davantage de recherche semble indispensable pour mieux comprendre cette maladie et proposer des solutions bien plus ciblées pour la contenir qu'un confinement global et brutal. Néanmoins, la recherche avance. Selon cette étude en particulier, il semble qu'il pourrait y avoir une influence de la charge virale au moment de l'infection. Un individu exposé à beaucoup de virus SARS-CoV-2 d'un coup pourrait peut-être avoir une réaction biologique qui le rendrait ensuite plus contagieux. Si tel est le cas, ce qu'il faut encore absolument confirmer avec davantage de recherche, il pourrait alors être important de tenir compte des chaînes de supercontaminateurs pour isoler encore un peu plus ces individus.
Sans même aller jusqu'à ce suivi de supercontaminateurs, il semble important d'exploiter l'existence de supercontaminateurs dans la recherche des individus contagieux. En particulier, identifier l'individu qui a contaminé une personne infectée pourrait être critique, car sachant que cet individu a infecté une personne, surtout si K est très faible, il deviendrait alors beaucoup plus probable que cet individu a infecté plusieurs autres personnes. Et si jamais on découvre que l'individu a infecté au moins 2 personnes, alors il serait judicieux d'effectuer un contact tracing manuel exhaustif de cet individu. En effet, sachant qu'un individu a infecté au moins 2 personnes, la probabilité qu'il soit un supercontaminateur devient alors très élevée. On peut voir ceci graphiquement en comparant le cas K égale 1 au cas K égale 0,1. Dans le cas K égale 1, qui correspond à une loi dite géométrique, quand on zoome sur la partie où le nombre d'infectés est supérieur à 2, la courbe ne perd pas sa forme. Si on rezoome sur la partie où le nombre d'infectés est supérieur à 10, la courbe garde encore une fois la même forme. Cependant, quand K est égal à 0,1, dès qu'on zoome sur la partie où le nombre d'infectés est supérieur à 2, alors la courbe devient tout à coup beaucoup plus étalée. Si on zoome sur la partie où ce nombre d'infectés est supérieur à 10, alors les cas de supercontamination deviennent tout à coup assez probables. Ceci illustre bien le fait que, sachant qu'un infecté a contaminé quelques personnes, alors il devient probable qu'il en ait en fait infecté beaucoup. Plus généralement, cette hétérogénéité de la contagiosité a des conséquences très étranges qui ont à voir avec l'étrange théorème qui affirme que, en moyenne, vous avez moins d'amis que vos amis. Et d'ailleurs, d'autres propriétés des graphes sociaux d'interaction physique suggèrent que ceci réduit le seuil nécessaire pour atteindre une immunité de groupe effective, même si ce seuil reste probablement autour de 10 fois supérieur à l'immunité acquise jusque-là, et je ne suis pas sûr qu'on veuille faire 10 confinements. Ceci étant dit, que la raison soit biologique ou comportementale, il est tout aussi crucial de ne pas stigmatiser ces supercontaminateurs. Ces supercontaminateurs sont plus encore des victimes du Covid. Non seulement ces victimes ont-elles subi la maladie, mais elles pourraient aussi devoir vivre avec le traumatisme d'avoir propagé cette maladie et avoir ainsi été indirectement responsables de dizaines et peut-être parfois de centaines de nouveaux cas. En fait, prendre conscience que chacun d'entre nous pourrait être un tel supercontaminateur au moins en puissance, prendre des mesures pour réduire le risque d'être soi-même un supercontaminateur et défendre tout supercontaminateur d'un risque de stigmatisation, ça semble être très désirable en ces temps difficiles. Une conséquence intéressante d'une grande variabilité du taux de contamination, dont les effets ont d'ailleurs été utilisés pour estimer K, c'est le fait qu'un petit foyer de Covid a en fait de bonnes chances de disparaître. En effet, malgré un RT important, la probabilité d'extinction d'une maladie à très faible K est initialement forte. Oui, parce que la plupart d'entre nous ne sommes pas des supercontaminateurs, voire la plupart d'entre nous ne contaminent personne. Mais alors, ça voudrait dire que pendant longtemps, la pandémie peut paraître sous contrôle dans une région donnée, mais tout à coup, dès qu'un individu est infecté et super contagieux, la maladie peut tout à coup exploser et adopter la croissance exponentielle dont on a tant parlé. Autrement dit, quand K est très faible, il faut rester très vigilant, même lorsque tout semble sous contrôle, si vous voyez ce que je veux dire. Et l'explication mathématique de tout cela est très élégante. Bon, voilà, on se rapproche de la fin de cette vidéo, et c'est le moment où je vais me faire un peu plaisir et faire un peu de maths, parce que ça me manque. Mais bon, si vous ne voulez pas jouir de ces maths, je ne vous en voudrais pas si vous sautez directement à la conclusion. Le modèle le plus simple et le plus naturel est sans doute celui du processus de Galton-Watson, où chaque individu a une probabilité de nombre de contaminations indépendante de tout ce qui se passe ailleurs et qui dans notre cas obéit à la loi binomiale négative. Imaginons qu'on ait un seul individu infecté pour commencer. Ainsi, le nombre Z1 d'infectés après une étape de contamination est le nombre X1 de personnes contaminées par l'individu infecté. On a donc Z1 est égal à X1. Puis, en supposant qu'on a Z1 infecté à la première étape, à la seconde, le nombre d'infectés Z2 sera la somme des nombres X2J de contamination par les individus J de la première étape qui sont au nombre de Z1. Ainsi, Z2 est la somme pour J allant de 1 à Z1 de X2J. Plus généralement, Zn plus 1 sera la somme pour J allant de 1 à Zn des XNJ, où chaque XNJ est une variable indépendante et identiquement distribuée, selon ici la loi négative binomiale. Tel est le processus de Galton-Watson. Une question qu'il est intéressant de se poser est maintenant la suivante. Quelle est la probabilité que la chaîne de contamination causée par un individu finisse par s'éteindre? Appelons Qn la probabilité que cette chaîne s'éteigne avant n itérations. Pour qu'il y ait extinction en n itérations, il faut soit qu'il y ait extinction dès la première itération, soit que toutes les Z1 nouvelles branches causées par la première finissent par s'éteindre en n-1 itérations.
Sachant que Qn-1 est la probabilité d'extinction en n-1 itération, on a alors Qn est égal à la probabilité de Zn égale 0, qui est égale à l'espérance sur les valeurs de Z1 que Zn est égal à 0 sachant la valeur de Z1, qui est égal à l'espérance sur les Z1 de la probabilité qu'il y ait extinction en n-1 itération puissance Z1. Et en utilisant que Z1 est égal à x1, on voit que ceci est l'espérance sur x de Qn-1 à la puissance x, où x suit ici une loi binomiale négative. Cette quantité est connue sous le nom de fonction génératrice des probabilités de x en Qn-1. Ainsi, Qn est égal à Gx de Qn-1 où Gx de S est égal à l'espérance de S puissance x. Par récurrence, on voit que Qn est égal à Gx itéré n fois appliqué à la valeur de Q0 qui est égal à Gx itéré n fois appliqué à 0 puisque Q0 est la probabilité d'extinction après 0 itération qui est égale à 0. On voit alors que la suite Qn est croissante et majorée, donc elle converge vers un nombre Q qui doit être solution de l'équation Q est égal à Gx de Q. Pour résoudre cette équation, j'ai ainsi tracé la courbe y est égale à Gx de x et j'ai comparé ça à la droite y est égale à x sur Desmos. Et pour une loi binomiale négative de paramètres r est égal à 3 et k est égal à 0,1, on trouve deux solutions de l'équation qui correspondent à q est égal à 0,84 et q est égal à 1. Or, on peut en fait exclure Q est égal à 1. Intuitivement, c'est parce que la pandémie peut exploser, auquel cas son extinction n'arrivera très probablement pas. Dès lors, la probabilité qu'une infection de Covid s'éteigne est Q est égal à 84%, ce qui est énorme. Voilà qui semble expliquer comment il est possible qu'un individu ait été infecté en janvier en France sans que cela ne conduise à une pandémie. En fait, plus généralement, la probabilité d'une explosion du Covid si n individus initiaux sont infectés sera 1 moins q puissance n. Il faut alors n est égal à 4 pour que cette probabilité dépasse 50%, ce qui signifie qu'un pays doit être infecté en moyenne autour de 4 fois pour voir une explosion de son nombre de cas. Ceci expliquerait en partie pourquoi la pandémie a longtemps semblé être sous contrôle dans de nombreux pays en février, avant de soudainement exploser et devenir incontrôlable. Oui, car une fois que cela a explosé, alors la valeur moyenne des R individuels des individus infectés va se rapprocher du R moyen théorique. Et si ce R moyen théorique est supérieur à 1, alors on aura une croissance exponentielle du Covid. On a vu aujourd'hui que le Covid pourrait être associé à une variabilité individuelle de la contagiosité particulièrement élevée. Ceci expliquerait l'étonnante difficulté à identifier et prédire les foyers de contamination et l'explosion parfois spectaculaire des foyers de contamination. De façon plus pragmatique, ceci devrait surtout motiver l'interdiction des situations propices à des supercontaminations qui semblent particulièrement liées à la contamination via des gouttelettes d'individus fortement contaminés qui respirent, chantent ou respirent fortement, en particulier dans des espaces confinés. Ceci semble aussi avoir des conséquences sur la manière optimale d'effectuer le contact tracing pour identifier davantage de cas à risque d'infection, mais aussi peut-être à risque d'être de forte contagiosité. Néanmoins, ceci ne devrait absolument pas conduire à une stigmatisation dangereuse des supercontaminateurs. Au-delà de la santé vis-à-vis du Covid-19, il semble urgent de prendre également soin de notre santé mentale.